Ça va depuis la visioconférence sur le bateau? Bienvenue, hein. Alors I present myself, I am donc Mrs Saint-Pierre, voilà, I am avocate fiscaliste, I am the créatrice of the cabinet d'avocats Saint-Pierre Paradise, and I am here to aid you when you are bloqué in your gestion d'actifs and the patrimoine. Saint-Pierre, 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 Saint-Pierre Paradise. You can sing with me. On y va? Saint-Pierre, 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 Saint-Pierre Paradise. Sing juste, please. But it's good, it's good. On va l'appeler King de la Haute. King de la Haute, ici. He's very strong, he's very aggressive, very good for business, but also immatriculate in la France. See, you can put, for example, your siège fiscal here. This is Île Caïman. I have un immeuble que je gère là-bas. Voilà, I can reserve you aux boîtes aux lettres. It's very facile. You will be the 48 millième 458e boîte aux lettres. For me is no problem. Or, if you prefer, no problem. You can put your siège fiscal here. This is Île-de-Man. Luxembourg is the pays you go when you are pressé, bravo. Mister de la Haute, to accelerate un peu le mouvement. You are vending principalement chaussures and pesticides, right? Produits phytosanitaires, sorry. Vous avez déjà pensé à la stratégie of the royalties? Non? Nobody? Personne ne connaît? This is the Pays-Bas. Ah non, mais elle explique, you will hallucinate. In the Pays-Bas, you create une société spéciale to récolter the royalties. You see? Your société make benefits. You will reverser all your benefits. J'ai bien dit all your benefits. To de la Haute Innovate. In the form of royalties, of droits d'auteur, ok? En gros, you will pay very, very cher le droit d'utiliser the accent circonflexe. Ok? Oui, ah bah oui, de l'argent, oui, bien sûr, j'en avais beaucoup. Mais alors, j'ai tout reversé aux Pays-Bas pour les royalties. Qu'est-ce que c'est cher! Et donc, j'ai fait zéro bénéfice cette année. Don't forget the héliport. Because you know what I dis souvent, un yacht sans héliport is un peu like un chenille qui se transformerait pas en papillon. Alors, why Île de Malte? Because in Île de Malte, bien sûr, no impôts, this is la base. And also, personne ne sait que c'est vous qui create this société. You see, Île de Malte est vraiment very agréable for yacht. Vous pourriez nous dire pour quel motif vous considérez qu'il est légitime de recourir à une société offshore, c'est-à-dire quand même immatriculée dans un paradis fiscal. Ensuite, deuxième question, vous dites que seuls 9 clients de la Société Générale bénéficient d'un compte offshore au Panama, alors que les Panama Papers en recensent 979. Ça coûte cher, les frais de justice. Vous avez bien un petit 500, non? C'est pour les banques. J'en prendrai qu'une toute petite part. Allez-y, sinon on ponctionnera directement votre compte, ça serait dommage. Bah oui, la loi est passée. We
je m'appelle Pierre Reynaud, je suis co-animateur de l'espace Finance Banque d'Attaque. Et je suis en particulier les questions de fiscalité, donc évasion fiscale, optimisation fiscale agressive, puisque les deux sont liés, puisque en fait la différence entre les deux, c'est que l'évasion fiscale c'est strictement illégal, l'optimisation fiscale agressive n'est pas strictement, stricto sensu illégale. Et donc dans tous les schémas que vous avez vus ce soir, la plupart ne sont pas vraiment illégaux, donc c'est pas vraiment de l'évasion fiscale. En tout cas, c'est plutôt de l'optimisation. C'est ça, c'est de l'optimisation, enfin nous ce qu'on entend, nous on parle d'optimisation agressive. Puisqu'on ne peut pas parler d'évasion, on dirait que c'est outrage, mensonge, donc on ne peut pas utiliser ce terme, donc on n'utilise pas. On utilise du coup l'optimisation. Du coup, alors je vais développer, on va parler un peu de ça, juste donc la situation attaque, je ne sais pas si tout le monde connaît, peut-être que vous en avez parlé un peu avant, est-ce que ça vaut le coup que je la présente ou pas? Voilà, et bien c'était le début. Alors attaque... D'accord. Donc Attaque, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans, qui s'appelait à l'époque Association pour la taxe Tobin. Ah bah oui, c'est ça. Et j'ai oublié le A et le C. Non, l'action citoyenne c'est maintenant. Ça a changé en fait, c'est justement pour ça. Et donc aujourd'hui on parle de taxe sur les transactions financières et l'action citoyenne. Voilà, la taxe Tobin étant une taxe sur les transactions financières. Donc Attaque a fêté ses 20 ans cette année, on est à peu près, je crois, on doit être de l'ordre de 10 000 membres à l'heure actuelle, sachant que il y a eu pas mal de baisses il y a une dizaine d'années, qu'on on est en pente croissante, notamment depuis 2 ou 3 ans, on a eu beaucoup d'audience, notamment grâce à nos actions de désobéissance civile. Je suis fatigué. Juste révélateur. C'est ça. Non, on n'a pas d'argent à faire évader. Si vous voulez, n'hésitez pas à faire des dons à Attaque, on a toujours besoin. Alors moi, je suis pas salarié, je suis bénévole, hein, je précise. Donc voilà, donc Attaque 20 ans, donc principalement connu pour l'évasion fiscale à l'origine. On est quand même aussi, c'est pas notre seul combat. On est très présent aussi sur les questions environnementales, sur les questions sociales et sociétales au sens large. À l'heure actuelle, on mène une campagne assez active sur le livret développement durable et solidaire, qui n'a de développement durable et solidaire que le nom. Donc voilà, et dans le cadre de la COP24, du coup, on a des actions qui étaient prévues. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc voilà, aussi je parlais des désobéissance civile parce que c'est assez important, et je vais vous donner la parole juste après. Désobéissance civile, en fait, on a commencé en fait, avec les faucheurs de chaises, a constitué un groupe de désobéissance civile, groupe qui a permis d'obtenir une visibilité qu'on n'avait pas avant. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La campagne, je crois, qui a le plus fait parler, c'était celle contre Apple, où en fait on a envahi le magasin d'Apple et on a dit c'est très simple, maintenant on va sortir, on ne sortira pas tant qu'on n'aura pas on ne pourra pas la possibilité de parler avec les dirigeants d'Apple France. On est resté 3 heures, c'était long. Parce qu'en fait au début on avait prévu plein de trucs à faire, il y a un moment où ça tourne un peu en rond. Et au final on a obtenu un rendez-vous avec la direction d'Apple France, mais pas le jour même. Et donc les policiers qui étaient là nous ont dit prenez-le parce que vous avez beaucoup de chances de l'obtenir parce que personne n'a jamais obtenu. Et ensuite, donc on les a rencontrés, on leur a dit qu'il fallait qu'ils arrêtent leur évasion fiscale. Je précise qu'on a calculé qu'Apple paye un taux d'impôt sur les sociétés de 0,05%. Voilà. C'était entre 2007 et 2012 de mémoire sur les calculs. C'est mondialement ou juste sur France? Non, c'est mondial. Alors après, en fait, donc, les mécanismes, vous les avez vus dans le spectacle. Alors, pas tous les mécanismes, déjà, la question de la concurrence fiscale en Europe, elle est assez claire, donc en fait, les différents pays ont chacun leur mécanisme. La France en a quelques-uns aussi, des sympas. Et en fait, donc, les multinationales utilisent tous ces systèmes pour payer le moins d'impôts possible. Et donc je reviens à notre action, finalement, donc, on a obtenu un entretien avec Apple France, qui nous ont dit qu'ils n'allaient rien changer, qu'il n'était pas question, et en fait nous on savait plus trop quoi faire,
Et 2 semaines plus tard, on a reçu un courrier disant qu'en fait, ils portaient plainte contre nous, en référé. Contre nos actions, justement, de désobéissance civile, qui mettaient en danger leurs clients. Et alors, si vous regardez les vidéos, c'est assez drôle. Et du coup, donc on a un avocat qui a plaidé, et on a gagné sur toute la ligne. Le juge a repris les conclusions de l'avocat, à savoir qu'on avait une mission d'utilité publique. Et donc Apple a été condamné à nous verser 2000 € pour payer nos frais d'avocat. C'est bien ça. C'est pas beaucoup, mais voilà, l'idée étant simple. Nous, on était juste en défense, on n'était pas en attaque. Donc, et on était déjà soulagés parce qu'on ne savait pas trop finalement comment ça se finirait. Donc ça c'était voilà, donc c'est le genre d'action de désobéissance civile. Désobéissance civile, pourquoi? En fait, désobéissance civile, c'est à partir du moment où on fait quelque chose dont la légalité est questionnable, elle peut être remise en question. Alors par exemple, on va mettre du blanc de meudon sur des vitres, on va coller des post-it sur des vitres, c'est assimilable à de la dégradation légère. Donc a priori c'est un délit. Donc nous on assume ce risque en disant qu'en fait, quand les gens nous reprochent de faire ça, on leur dit mais vous vous rendez compte que les structures qu'on cible, les entreprises qu'on cible, nous volent à tous des milliards et des milliards d'euros. Et il n'y a rien qui est fait. La Société Générale, dont vous avez parlé ce soir, et dont le directeur général a fait un parjure au Sénat, n'a jamais été inquiété. Voilà. Et donc nous, du coup, on dit, bah voilà, est-ce que vous trouvez normal que nous, on se fasse embarquer, parce qu'on se fait embarquer régulièrement en garde à vue. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, vous en tant que citoyen qui êtes là à nous dire qu'on exagère, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on se fasse embarquer et pas vous? Et en fait c'est ça un peu notre modus operandi maintenant, donc notre technique de désobéissance civile. Du coup j'étais un peu long, madame, vous aviez une question? Non, mais en fait je me disais, comme on avait discuté avant que vous arriviez et qu'on se demandait pourquoi les États ou l'Europe ne luttent pas contre l'évasion fiscale, je me disais qu'on pouvait peut-être vous poser la question. Alors, en fait, notre président de la République, avant lui, en fait, il y a plusieurs problèmes en fait. C'est-à-dire que déjà, il y a cette idée, on va dire, qui est générale, qui est de dire de toute façon, il y a cette concurrence. Et donc en fait, il faut qu'on fasse venir les capitaux chez nous. Donc pour ça, il faut qu'on soit compétitif, donc moins cher. Et donc tous les pays jouent à ce truc-là, donc on arrive à un moins-disant fiscal, c'est même pas on y arrive, ça a toujours été comme ça. Et en fait, fondamentalement, un des gros problèmes, ça a été la libéralisation des capitaux. Donc les capitaux peuvent circuler librement, surtout en Europe. Les hommes et les femmes, c'est déjà un peu moins ça. On s'en rend compte. Et par contre, il n'y a pas de système fiscal, même européen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un taux unique, il y a des systèmes dans tous les différents pays, et donc en fait on se retrouve avec des entreprises, quasiment toutes les entreprises, enfin pas toutes, il faut exagérer, mais beaucoup d'entreprises en Europe sont présentes sur plusieurs pays, et ben donc profitent évidemment de la facilité qu'elles ont pour pouvoir procéder à l'évasion fiscale, sans même que ce soit très 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 compliqué en fait. Hein. Je crois que vous parliez de McDo, vous l'avez évoqué dans votre spectacle McDo, ça, les royalties. Ouais. Mais en fait c'est une forme d'évasion fiscale. Et en fait c'est et alors on a mené une campagne l'année dernière, donc mais ça McDo, c'est légal en fait, c'est pas alors, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est justement pour ça en fait que c'est pas illégal de faire payer des royalties. Et bon, sur le principe dans l'absolu, on peut dire bah vous utilisez une marque qui a une valeur. Parce qu'en fait, McDonald's, il faut savoir que la plupart des magasins en France sont tenus par ils sont indépendants en fait. C'est des franchises. C'est des franchises, voilà. McDonald's, France ayant quand même des magasins dans les zones où ça coûte très cher et c'est pas forcément très rentable, mais ils veulent y être pour la communication. L'idée en fait fondamentalement c'est que McDonald's fait payer donc les royalties et accessoirement aussi les locations des lieux. C'est-à-dire qu'ils achètent les lieux et ils les louent. Donc ce qui est très compliqué c'est que aller mettre un prix sur une royalties d'une marque, c'est extrêmement compliqué. Enfin, à quoi on compare? C'est très très compliqué. Donc déjà il y a ça. Et alors en fait pourquoi nous on avait fait cette campagne avec la CGT McDo? Pourquoi la CGT McDo? Parce qu'en fait du coup toutes les entreprises françaises, donc tous les franchisés en France,
avaient un résultat qui était quasiment nul. C'est-à-dire qu'ils n'avaient quasiment pas d'excédent. Eux arrivaient à se payer, ils payaient leurs salariés, point barre. Oui, pas de bénéfice, quoi. Pas de bénéfice. Le bénéfice, en fait, il allait où? Il allait aux Pays-Bas, où il y avait McDonald's Europe. Et donc, qu'est-ce qui se passe en France? Donc, des magasins qui ne font pas de bénéfice. Bon, jusqu'à présent, on peut se dire, bah, c'est dommage pour le propriétaire du magasin, sauf que les salariés, pour les magasins qui ont plus de 50 salariés, ils ont un accord de participation. Et donc, ils disent, bah, attendez, nous, on crée de la valeur. Alors, on peut discuter après de McDo, là, c'était pas la question. Ils disent, nous, on crée une valeur ajoutée. On doit participer, la loi dit qu'on peut participer, on doit participer au résultat, et du coup nous on se fait voler. Et donc en fait ça les touche directement. Oui, c'est ça. Donc, et ce qui est vrai avec, bien sûr, en fait. et ce qui est vrai avec McDo est en fait vrai avec beaucoup d'autres entreprises. Et d'ailleurs on l'a dit aux salariés d'Apple qui, forcément devant une caméra c'est un peu compliqué qu'ils s'expriment, ils savent très bien que c'est pas très simple. Mais on avait discuté avec des représentants syndicaux d'Apple, puisqu'il y en a, pas beaucoup mais il y en a. Qui nous disaient la même chose, qu'ils étaient complètement d'accord avec nous. Et donc pourquoi il n'y a rien qui est fait? Bah, c'est aussi parce qu'on a un pantouflage quand même assez systémique. Je connais surtout des exemples en France. Bon, évidemment, Macron qui vient de chez Rothschild, c'est l'exemple le plus classique. Mais il y a pas, enfin, c'est surtout chez les hauts fonctionnaires en fait, qui passent de Bercy, de la Caisse des dépôts, dans les grandes banques, et qui reviennent et qui tournent. Et en fait, du coup, bah, ils n'ont pas du tout envie de changer les choses. Et c'est un des exemples que j'avais, c'était alors c'est plus le directeur général de la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des dépôts, c'est le bras armé financier de l'État. Donc c'est un levier d'action extrêmement puissant. L'ancien directeur général, il venait de la BNP. Et après, il est reparti, je crois, à la BNP d'ailleurs. Donc, en fait, nous, c'est ça, il y a un problème, c'est que ce sont les mêmes personnes qui décident et qui font de l'évasion fiscale. Alors, pas au même moment, mais... Alors, bah, évidemment, il n'y a pas grand-chose qui est fait. J'ai parti. Comment? Sur juste, j'ai parti. C'est ça. Oui, mais dans les autres pays européens, par exemple, il n'y a peut-être pas ce système de pantouflage qui est typique à la France. Bah, en fait, il y a... Alors, ce système de pantouflage, il est très vrai en France, il est sûrement moins vrai dans d'autres pays, encore que ça dépend des pays. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression en fait, des grosses entreprises qui disent mais si vous faites augmenter les impôts, nous on va ailleurs. Et en fait, du coup, ils disent bah ouais, mais aujourd'hui on récolte 100, si jamais on augmente les impôts, ils partent dans le pays d'à côté et nous on n'a plus que 50. Et du coup, on est perdant. Et en fait, tous les pays européens raisonnent comme ça. Alors après, ça les arrange bien, hein, mais c'est pour ça que nous, on milite pour une gouvernance fiscale européenne. Il faut qu'il y ait des institutions fiscales au niveau européen. À minima, au niveau mondial, il faudrait qu'on y arrive. Mais déjà, à minima au niveau européen. Parce que les entreprises sont présentes dans plusieurs pays, il faut donc qu'il y ait une autorité qui les surpasse. C'est le problème des entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles sont plus puissantes que les États. Elles ne sont pas littéralement plus puissantes, c'est simplement qu'elles peuvent partir du jour au lendemain et les actifs financiers passent très vite d'un pays à l'autre. Donc comme on n'a pas de contrôle sur les actifs financiers, bah, on n'a pas de contrôle sur ces entreprises. Et alors ça, c'est une des choses sur lesquelles on insiste beaucoup. Mais vu qu'ils cotisent si peu finalement, est-ce que vraiment ça serait une grosse perte si ça fait? Enfin, je sais pas. Hein, alors, pour l'image, quoi. Mais... Alors, il y a la question de l'image. En fait, ça dépend aussi de quelles entreprises. Parce que autant c'est facile pour Starbucks de faire énormément d'évasion fiscale, c'est facile pour Apple. Pour Renault, ça l'est moins. Pour Renault, ça l'est quand même beaucoup moins. Franchouillard, ouais. Bah, c'est franchouillard, mais déjà, il y a quelque chose de symbolique. Mais c'est aussi qu'en fait, c'est les actifs financiers, c'est-à-dire que ce qui est pas physique, c'est très difficile pardon, ce qui est physique, c'est très difficile à délocaliser, ça coûte cher. Donc du coup, autant on peut dire, si vous faites trop d'impôts, je délocalise mon entreprise, mon usine. Quand c'est des capitaux financiers, ça va très très vite. Si c'est juste mon siège social, vous inquiétez pas, c'est une boîte aux lettres, hein, je vais le mettre ailleurs. Mais enfin, quand on voit ce que gagne Carlos Ghosn par jour, soit 40 000 € par jour, je pense qu'il doit y avoir de l'optimisation fiscale. Ah non, mais il y en a aussi chez Renault. Hein. Ah, mais bien sûr. non, mais oui. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, c'est aussi un peu un jeu de dupes, puisque de toute manière, ils savent très bien tous que ces entreprises-là font déjà de l'évasion fiscale, même si elles ne le font pas de la même manière. Il y a plein de techniques en fait qui existent.
évasion, optimisation. Des fois, on joue un peu sur les mots, hein, on est d'accord. Oui. Est-ce qu'on a le droit de croire au chantage de ce qu'ils nous disent si on paye trop d'impôts, on va ailleurs, parce que combien ils vont ouvrir 15 McDo à Amsterdam, Alors, ou 20 000 McDo, enfin, je veux dire, c'est du... Il y a une grosse... C'est pour ça que je parlais de jeu de dupe, en fait, c'est que en fait, c'est pas... Pour certaines, la problématique est surtout que ce sont des mêmes personnes. Alors, nous, du coup, on a quand même d'autres propositions, au-delà d'une gouvernance, enfin, d'un système fiscal européen qui, du coup, auquel on croit fondamentalement, mais on n'espère pas vraiment qu'il va se mettre en place de manière rapide. Nous, ce qu'on propose, ça s'appelle la taxation unitaire. La taxation unitaire, c'est l'idée de prendre l'entreprise comme un tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les entreprises, elles font évader leurs bénéfices dans d'autres pays, elles le délocalisent, c'est assez facile. Donc nous, ce qu'on propose de faire, c'est de considérer une entreprise comme un tout. C'est assez facile, la plupart des entreprises publient des chiffres consolidés, hein, donc sur le principe, c'est assez logique. Donc nous, on dit, voilà, telle entreprise, au niveau mondial, elle fait tant de bénéfices. On regarde en France, elle a tant d'activités en France. Et bien nous, on va simplement dire qu'on taxe son bénéfice mondial à hauteur, bien sûr, de l'activité qu'elle a en France. Ce que font les Américains? Non, les Américains, pas complètement ça. Non, les Américains, alors en plus, les Américains ont des paradis fiscaux au sein même des États-Unis. Le Delaware, notamment, est un des paradis fiscaux les plus avantageux. Je crois qu'il y a des choses aussi, enfin, chaque État aussi, comme c'est un État fédéral, donc il y a des lois fédérales, mais chaque État en plus a ses spécificités. Et on ne touche pas aux spécificités des États américains, sinon... donc non, aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui fait ça. Et en fait, c'est parce que surtout ce qu'on nous renvoie quand nous on dénonce l'évasion... Vous vous basez sur les bénéfices mondiaux, voilà. Et vous le ramenez au prorata de l'activité en France. Oui, bien sûr, on ne va pas taxer le bénéfice mondial, c'est pas le... Et l'idée en fait, c'est que... Comment vous calculez l'activité? Alors, les indicateurs, il y en a plusieurs qu'on peut prendre, donc là il y a plusieurs... Le premier qu'on va prendre déjà clairement, c'est le chiffre d'affaires. Qui n'est pas le seul valable, parce qu'en fait, vous pouvez très bien vendre, Microsoft par exemple vend beaucoup de logiciels depuis l'Irlande. Si vous achetez un logiciel Microsoft aujourd'hui, vous l'achetez en Irlande. Donc on ne peut pas se baser uniquement sur le chiffre d'affaires fait dans un pays. Par contre, on peut aussi il y a d'autres indicateurs qui sont pertinents. Il y a donc le nombre de salariés dans le pays, parce que ça reste vrai. On a les actifs physiques aussi qui sont dans ce pays-là. Donc on a plusieurs indicateurs qui nous permettent de dire, de témoigner de l'activité dans un pays, dans l'activité réelle. C'est ça l'idée en fait de la taxation unitaire. C'est-à-dire que on va s'intéresser, plutôt que de regarder uniquement ce que l'entreprise fait comme bénéfice sur un territoire, on va s'intéresser à son activité sur le territoire et à son bénéfice au niveau global. Ce qui sous-entend, aussi, c'est que si l'entreprise au niveau mondial perd de l'argent alors qu'elle en gagne au niveau local, on va dire oui mais vous ne payez pas d'impôts parce qu'au niveau mondial vous perdez de l'argent. C'est la même logique par contre. Par contre, pourquoi vous n'avez pas abandonné cette taxe, cette idée sur la taxation sur les spéculations? Sur la transaction financière, parce que c'est deux sujets qui sont différents en fait. La taxation sur les transactions financières, elle n'est pas à proprement parler pour lutter contre l'évasion fiscale. Alors, elle sert en partie, mais c'est surtout, nous, ce qu'on dénonce dans les transactions financières avec une idée d'une taxe sur les transactions financières, c'est des volumes d'argent qui ne représentent rien. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui génère de l'argent, qui génère de l'argent. Et en fait, c'est ça qui génère les crises qu'on connaît. Donc, c'est ce qui a généré 1929, c'est ce qui a généré 2008 et c'est ce qui générera 2020. 2020, peut-être 2021. Fondamentalement, on estime que l'argent a un prix, donc que l'argent crée de l'argent. Et en fait, on fait fonctionner la planche à billets. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est directement lié au fait que les capitaux peuvent aller n'importe où, n'importe comment. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une taxe sur ces transactions financières pour les limiter. En fait, de facto les contrôler, mais c'est surtout d'abord les limiter. Et en fait, c'est là où on est présent au sein de la plateforme contre les paradis fiscaux et judiciaires. Je reviendrai sur le judiciaire après d'ailleurs. Où on est donc plusieurs organisations. Donc il y a ATTAC, il y a le syndicat de la magistrature, il y a Oxfam, il y a
plusieurs autres. Qui m'excuse si jamais il voit la vidéo, je les oublie. Donc voilà, on est plusieurs, plusieurs organisations qui justement militent contre l'évasion fiscale de manière générale, et la taxe sur les transactions financières fait partie de nos propositions. Je voulais juste revenir sur le judiciaire, et je crois que vous en parlez indirectement dans votre spectacle. Pourquoi est-ce qu'on parle de paradis fiscaux et judiciaires? C'est parce qu'en fait, l'argent de la drogue, notamment, il est là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est justement, il y a une opacité sur le volet financier. Et donc du coup, l'argent en fait, qui provient des marchés noirs, qui provient de la drogue, qui provient de tous ces marchés-là, va facilement dans les paradis fiscaux et ensuite revient dans les autres pays et blanchit. C'est pour ça qu'en fait, on parle de paradis fiscaux et judiciaires. Et pour accéder à un paradis fiscal, il faut nécessairement passer par une banque. Non, je pense que vous allez voir un cabinet d'avocats fiscalistes, il vous fait ça sans problème. Enfin, spécialisé dans la question, bien sûr. Il n'y a pas que les banques qui peuvent le faire, mais c'est elles les premières à pouvoir le faire. Et puis elles ont un réseau, c'est beaucoup plus simple. Mais en fait, elles travaillent avec des cabinets d'avocats. Mossack Fonseca, c'était un cabinet d'avocats. On peut créer une société offshore sur Internet en 3 minutes. Oui. Après, ça dépend dans quel pays. Enfin, je l'avoue, j'ai jamais essayé, donc je non, mais pas vous dire. C'était, comment elle s'appelle, Élise Lucet qui avait fait ça. Qui avait fait en 2 minutes sur Internet. C'est aussi, dans son reportage, ils avaient justement fait l'expérience de c'est l'île de Man, que vous abordez, avec la question de la TVA en fait. Si vous avez une résidence sur l'île de Man, vous ne payez pas de TVA. Et en fait, du coup, les vendeurs d'avions disaient, mais en fait, vous inquiétez pas pour la TVA, on va vous faire un truc pour que vous la payiez pas. Et alors, du coup, le journaliste qui se faisait passer pour un cher, vous êtes sûr? Parce que quand même, la TVA, je suis quand même chic. Non, vous inquiétez pas, on va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Et en fait, donc, le vendeur, qui n'est pas non plus le spécialiste de la question, explique en quelques mots, et en fait, vous allez voir, c'est très simple, on va vous faire une adresse là-bas, et puis du coup, vous allez acheter votre avion, et puis 1 heure, ça suffit. Oui, c'est pareil que pour les yachts pour l'île de Man, c'est vraiment le même, schéma. C'est pour ça que j'ai pas repris les avions, que ça reprenait le c'est un peu le principe. C'est le même. Parce qu'en fait, et la TVA, ça j'en parle pas, mais j'avais vu, elle est payée et remboursée le lendemain. Je crois que c'était 4 millions, un truc comme ça. C'est des gros montants, c'est 15 ou 20% d'un jet privé. Un jet privé, ça va coûter, je sais pas, dans les 100 à 120 millions d'euros. Donc, Une question. Oui. Pourquoi une très grande quantité de yachts battent pavillon panaméen? Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça, et elles sont pas uniquement fiscales. Je crois qu'il y a aussi des questions. Non, je crois qu'il y a d'autres raisons. Elles sont des questions de transparence, de manque de transparence plutôt en l'occurrence. Et je crois qu'il y a des questions aussi de réglementation, notamment en général. Je crois, alors ça je veux pas trop m'avancer parce que je suis pas certain de ce que j'avance, mais il me semble que c'est aussi une question de réglementation sur la qualité des bateaux en fait. Sur les normes. Sur les normes, voilà, merci. Et des employés aussi. Et des employés, donc en fait, en gros, un navire qui a un pavillon panaméen peut faire à peu près ce qu'il veut, et comme il est panaméen, on ne dira rien. C'est un peu l'idée. Sauf l'Aquarius. J'ai une question en fait. Vous dites qu'il y a sans doute une autre crise qui nous pend au nez, une crise financière en 2020-2021. Et en fait, est-ce que les États vont à nouveau renflouer les banques? La difficulté, c'est qu'on ne sait pas trop avec. Les États sont déjà lourdement, sont lourdement endettés pour faire ça en 2008. Et en fait, on s'est rendu compte que les seuls États qui avaient choisi de ne pas le faire s'en portent très très bien aujourd'hui. À savoir, en fait, il y a un État qui l'a fait, c'est l'Islande. Et sinon, alors, en fait, le gros souci, c'est que là, ça fait une dizaine d'années qu'on fait tourner la planche à billets vraiment de manière vraiment extrême. Ce qui fait qu'en fait, les volumes qui sont échangés aujourd'hui sont absolument incomparables avec la richesse qui est créée et échangée de manière réelle. Le problème, c'est que je sais pas, ça me rappelle un épisode de, je sais pas si vous connaissez Lucky Luke, enfin, la plupart d'entre vous connaissent Lucky Luke. Il y a dans un des épisodes, il est dans une ville où il y a un siège, ils sont assiégés par les Indiens.
Et donc du coup, et donc on voit, et donc en quelques cases, il fait la montée des prix. Et donc il y en a un qui vend un œuf et qui lui vend un $1. Et donc il paye $1 et le mec dit bah attends je te le rachète $5. Et en fait le même œuf du coup a pris $4 en 1 minute. Et à la fin ça retombe, ça explose de la même manière. Et en fait ce qui se passe c'est que comme il y a énormément de valeurs qui n'existent pas, et en fait il y a un moment il faut que ça sorte quoi. C'est-à-dire que quand quelque chose est survalorisé, bah, si vous voulez, on a des règles de marché, et puis là, du coup, sa valeur doit retomber à sa réalité. C'est même pas une règle de marché, c'est une règle logique. Je suis pas très clair, j'ai l'impression. C'est moi qui ai mal à comprendre ça. Qu'est-ce qui est survalorisé? C'est l'économie réelle? En fait, c'est la raison pour laquelle la taxe sur les transactions financières, c'est justement pour limiter ça. C'est-à-dire que vous allez acheter dans un pays, vous allez acheter un yacht. Vous allez acheter 1 million d'euros. Vous allez le revendre à vous-même dans un autre pays pour 1,2 million et ainsi de suite. Et ça tourne comme ça. Et en fait, vous n'avez créé strictement aucune valeur. Sauf et l'argent, comment il se crée? Il est prêté, c'est la planche à billets qui fonctionne. Jusqu'au moment où en fait, de manière assez simple, vous oubliez toutes les notions économiques et financières que vous pouvez avoir. Vous vous dites simplement en quoi je crois. C'est-à-dire en quoi j'ai foi. Bah, moi j'ai foi en ce que je mange déjà parce que bah, j'en ai besoin, j'ai foi en ce que je bois. Pour le reste, un billet, j'ai foi en ce billet parce que je sais que je vais pouvoir l'échanger contre quelque chose que je mange ou que je bois. Si vous vous posez la question de la valeur de ce billet, vous allez le refuser. Donc à partir du moment où vous avez une crise financière, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on se pose la question de la valeur de cette monnaie. Et donc du coup, en fait, quand une économie est survalorisée, donc en fait ça correspond à la monnaie, et ben du coup, en fait, on n'a plus confiance en cette monnaie. Je sais pas si dit comme ça, c'est un peu plus clair. Parce qu'il y avait fini, là, quand j'étais petite, il y avait l'équivalent or du papier qui circulait, ça n'existe plus. Non, ça a été abandonné depuis belle lurette. C'est comment? Alors en fait ça dépend des pays, mais il y a eu Bretton Woods en 1944 qui a jusqu'en 72, si je me souviens bien, 71, qui c'était en fait le dollar as good as gold, et en fait donc il y avait une parité entre le dollar et les autres monnaies. Et sauf qu'en fait le truc c'est que voilà, c'est la réserve américaine qui est à Fort Knox en fait. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a plein de pays, et en fait c'est la France même d'ailleurs qui était la première à taper, c'était De Gaulle à ce moment-là qui avait tapé du pied, il avait du poing, il a dit mais si le dollar est aussi bon que l'or, bah finis-moi l'or. Et en fait les Américains ils disaient ah bah mais non, on file des dollars, c'est pareil que de l'or, non mais donnez-moi de l'or si c'est pareil, c'est pas un problème. Et en fait donc ça s'est arrêté parce que c'était pas tenable, parce qu'en fait c'était les pays qui finançaient du coup le déficit commercial américain. Ce qui se passe en fait aujourd'hui en Europe, pourquoi il y a d'ailleurs, alors là c'est un peu un autre problème, mais pourquoi est-ce qu'en Europe aujourd'hui on a ces problèmes et qu'il y a pas mal d'économistes, ou même d'hommes politiques, notamment plutôt à gauche, qui vont dire qu'on est sous le diktat allemand, le diktat financier allemand, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui la BCE suit les règles et la logique qu'avait la Banque fédérale allemande. Les Allemands, ils avaient ce fonctionnement d'avoir une monnaie, c'est le traumatisme des années 30, enfin les années 20 plutôt, 20-30, d'avoir une monnaie qui surtout ne se perd pas. Donc en fait, ils ont toujours exporté beaucoup. Ils se basaient toujours sur leurs exports. C'est un fonctionnement économique très bien pour eux, j'ai envie de dire, c'est une autre question du jugement, mais en France, on n'a jamais fonctionné comme ça. En France, en fait, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'on achetait des trucs en Allemagne, et puis après, du coup, on avait un déficit commercial qu'on finissait par financer en faisant chuter le franc. Sauf qu'à partir du moment où vous avez une monnaie commune, vous ne pouvez plus faire ça. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que, alors schématiquement, en fait, on paye les excédents commerciaux allemands. Parce que nous, avant, on avait un mécanisme de régulation qu'on n'a plus aujourd'hui, qu'on a laissé à la Banque centrale. Sauf que la Banque centrale, en fait, elle fonctionne sur le système allemand, sans aller jusqu'à dire que c'est l'Allemagne qui contrôle tout, c'est même pas l'idée, c'est juste qu'ils ont imposé un système que les Français ont accepté. Hein. Enfin, c'est quand même les gouvernements français qui l'ont accepté, il ne faut pas non plus l'oublier. Voilà, donc ça c'est... Enfin, là, du coup, je change complètement de sujet, c'est quand même pas du tout la même chose. Mais en fait, en Allemagne, quand il y a eu l'euro,
marque, il y avait 1 euro. En l'occurrence, c'était 2 marques pour 1 euro, mais oui, c'était à peu près ça, ouais. Alors que nous, c'était 6,50. Ouais, c'était 6,55, 957, mais bon, à tous les pays, on... Ah ça, j'en ai strictement aucune idée. Enfin, ça, vraiment, je ne sais pas. Ouais, en fait, il y a eu un... Mais après, je sais pas pourquoi... Les taux changent à un moment, oui, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'un dollar égale à 6 francs 55 et pas à 8 francs, enfin, il y a eu un moment, ils ont dû se mettre d'accord, je sais pas pourquoi. Et de toute façon, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise raison, je pense qu'à un moment, ils ont dit, bon, bah, ce sera ça, et puis voilà. Après, qu'on prenne comme étalon le mark, ou qu'on prenne le franc, ou qu'on prenne la lire italienne, sincèrement, ça change pas grand-chose. Il y a forcément un pays qui, en termes de calcul, est avantagé, et les autres non. Ça, c'est... Ça a été moins lourd pour l'Allemagne que pour nous. Alors ça, oui, mais parce que, enfin, psychologiquement, moi je... Parce que le marque était plus fort. Le marque était plus fort, mais moi je me rappelle, mais alors ça, je sais pas si c'est très vrai. Je sais que, moi, enfin, j'ai vécu en Allemagne pendant un temps, j'ai eu des discours, alors pas des discours de grands gauchistes, hein, mais d'Allemands qui me disaient, mais de toute manière, quand l'euro est passé, en fait, normalement, c'était, en fait, tout est passé de... ce qui était avant valait 1 mark, ça passait à 1 euro. Je sais pas si c'est toujours vrai, mais effectivement, il y a peut-être eu certains... Oui, mais en fait, c'était 2 marks bien 1 euro. Et donc, du coup... Donc du coup, enfin bon, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais en fait, mais ça, bon ça après c'est comment dire, ça c'est pas vraiment financier à proprement parler, c'est plus les commerçants qui ont profité de l'occasion pour augmenter des prix sans que ça se voit entre guillemets. Bon après personne n'était dupe, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Ça s'est vu. Ça s'est vu, hein, bien sûr. Ouais. Ce qui serait intéressant de savoir, bon, comment réduire les inégalités, hein, parce que maintenant, si on a une crise politique, c'est un peu ça. Alors, ben, moi je reviens, alors, on est plusieurs à avoir ce discours-là au sein d'Attaque, évidemment, mais je pense même au-delà de ça, mais moi c'est Dominique Plion, en fait, qui utilise ce terme, qui dit il faut remettre l'impôt au centre du débat politique. Et moi je pense qu'en fait il a complètement raison. Je pense que fondamentalement on a un problème, c'est qu'on a dépolitisé la question de l'impôt. Aujourd'hui la seule chose qu'on propose au sujet de l'impôt, c'est de le baisser. C'est proprement la seule chose qu'on propose. C'est-à-dire qu'on ne dit pas comment est-ce qu'on pourrait mieux l'utiliser, comment est-ce qu'on pourrait mieux le répartir. Non. Comment est-ce qu'on peut le baisser. Oui, et en plus remettre en question le PIB. Parce que le PIB il sert à calculer ou à compter ce qui est nocif pour... Voilà, alors sur la croissance, je vais revenir juste après sur cette notion effectivement de croissance du PIB. Je vais juste terminer là-dessus, sur la question de la politisation de l'impôt au sens global. En fait, moi, avant j'étais militant dans des associations environnementales. Et en fait, moi aujourd'hui, je me suis spécialisé au sein d'Attaque sur les questions fiscales. Pourquoi ? Parce que je me dis, le problème qu'on n'arrête pas de nous dire aujourd'hui, c'est que l'environnement ça coûte cher, l'écologie ça coûte cher, et que, en fait, le moyen on l'a. On a 80 milliards d'euros en France par an qui partent en évasion fiscale. 80 milliards d'euros, ça vous la finance votre transition énergétique. Alors arrêtez de dire qu'on n'a pas les moyens. C'est une question de volonté politique. On a les moyens, c'est juste qu'il faut aller chercher ces moyens-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi je trouve que la question fiscale, elle est extrêmement importante. On doit repolitiser cette question-là. Et les gilets jaunes, ils ont... Alors, moi, je suis pas membre... Enfin, j'ai pas de gilets jaunes, de toute façon, je n'ai pas de voiture, mais je suis pas allé manifester encore avec eux, mais je trouve que leur colère est complètement légitime. Je trouve qu'ils ont raison de dire, arrêtez de toujours taper sur nous. Parce que c'est ça, le truc, c'est que d'un côté, on supprime l'ISF, et de l'autre côté, on augmente les taxes sur le carbone, sur le diesel. Bon, moi, je veux bien qu'on augmente les taxes sur le diesel, au contraire, je trouve que c'est très bien, mais dans ces conditions-là, qu'on propose des alternatives. Le gouvernement n'a strictement rien proposé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose comme alternative ? En fait, on diminue les trains pour mettre dans certains cas, pour mettre des bus à la place. Super. C'est pas ça qui va faire avancer les choses. Et donc, du coup, c'est pour ça que je parlais de vraiment repolitiser la question de l'impôt, redire qu'est-ce qu'on veut faire de ce pot commun. L'impôt, c'est ce qui fait l'État, c'est ce qui fait qu'on vit tous dans une société, c'est ce truc qu'on a en commun. C'est cette richesse qu'on partage.
Donc comment est-ce qu'on veut la partager et comment on veut l'utiliser? Et ça, en fait, c'est très important d'arrêter de sortir de cette spirale, de ce concours de dire attends, je vais supprimer 100 000 fonctionnaires, 200 000, qui dit 300, quelqu'un 300, c'est ridicule, c'est nocif, c'est destructeur, et donc je pense que c'est vraiment très très important d'avoir ça, de remettre ça, de dire l'impôt au sens large. C'est pas un gros mot en impôt. Bien sûr, moi non plus, j'aime pas particulièrement quand il faut que je fasse un virement pour mes impôts, c'est pas très agréable. Mais en même temps, je sais pourquoi je le fais et je suis content de le faire en l'absolu. La question de la croissance, alors moi, à titre personnel, alors je précise aussi que je suis pas économiste. Moi, je suis en fait, moi j'ai fait des études de finance, j'ai fait une école de commerce. Et après j'ai travaillé uniquement dans des associations, donc en fait donc uniquement dans l'économie sociale. Maintenant je travaille pour des coopératives. La croissance du PIB, en fait il y a des gens qui militent pour la décroissance. Moi je ne suis pas d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec eux parce que pour moi, je suis pas non plus pour la croissance. En fait, je trouve qu'on doit arrêter de parler de croissance. C'est pas la question. On s'en fiche d'avoir de la croissance. On s'en fiche de se dire, on vise pas 1% de croissance, on a strictement rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on va avoir une vie qui nous plaît? Est-ce qu'on a un système qui nous plaît? Et donc, la vie qui nous plaît, ça veut dire qu'on va avoir des ressources pour vivre, qu'on va avoir de la nourriture, une alimentation qui sera disponible, à la fois saine, équilibrée et si possible sans trop de produits chimiques. Et il faut que je finisse, c'est ça. Et en fait, c'est ces questions-là qu'il faut poser. La question de la croissance du PIB, pour moi, en fait, elle est. C'est vrai que la décroissance, c'est comme la croissance. Pour moi, pour moi, c'est hors sujet. Je suis pas économiste et donc du coup, il y a sûrement des gens qui ont très bonne raison d'aller contre mon avis et je suis prêt tout à fait à discuter avec eux. Mais effectivement, l'idée de toujours, comme on base l'impôt sur la croissance de l'activité, donc du PIB, il y a un souci par rapport à ça, quoi. C'est clair qu'il y a une réflexion, il faut repenser l'impôt, d'une manière générale. C'est pour ça qu'il faut le repolitiser. C'est acquis, tu vois, la base, elle est acquise, que c'est comme ça, c'est la croissance du PIB, le machin, c'est comme si on peut pas... C'est complètement anti-écologique en plus. Parce que quoi? C'est une sorte de croyance totale. La finance et enfin, l'économie qu'on peut voir chez BFM en tout cas, c'est une économie qui est basée sur quand même beaucoup de croyances. Hein. Moi, à titre personnel, je n'ai aucune croyance dans un marché libre et dans une concurrence pure et parfaite. Quand bien même ce serait souhaitable, ce que j'en doute, de toute manière, ça n'est pas possible. Donc il faut arrêter de dire il faut de la libéralisation pour qu'il y ait une vraie concurrence qui n'est de toute manière pas possible. Il faut être sérieux. Et aucune entreprise ne va essayer d'ailleurs de faire une concurrence libre et parfaite. Ils vont surtout lutter la loi qui protège le secret des entreprises, c'est vraiment pour lutter contre la concurrence libre et parfaite. Parce qu'en plus ils s'arrangent par-dessus, tu vois, LVMH et puis je sais pas qui, Monsieur Propre et les autres, ils s'arrangeaient toujours pour faire les trucs comme les opérateurs, tu vois, 29, 99. C'est-à-dire que le capitalisme, ça pourrait être c'est un système comme un autre, mais si eux-mêmes ne respectent pas leurs propres lois, ah ben non, oui. C'est ça qui me désole profondément. Et du coup, moi je vais prêcher un peu pour ma paroisse du coup ce soir. Donc en fait, c'est très très court. Hein. Donc j'ai pas le temps d'expliquer. Visiblement, faut qu'on finisse. Mais en fait, je vous invite à regarder les coopératives, notamment les SCOP et les SIC, qui sont des sociétés coopératives ouvrières de production, ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc qui sont des sociétés acapitalistiques. C'est-à-dire qu'elles ont un capital, mais le capital n'est pas valorisé. Et on est sur des sociétés où il y a c'est démocratique, une personne, une voix. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Et moi je trouve que c'est pas la seule, hein, je n'en fais pas la voix divine. C'est un modèle que moi je connaissais mal jusqu'à il y a peu, donc maintenant je connais quand même très bien, et que je trouve qui a énormément de potentialité pour nous aider. Alors encore une fois, c'est pas la voie ultime, mais à nous aider à transformer le monde dans le sens dans lequel on veut aller, si on veut aller, parce que c'est pas évident, si on veut aller vers plus de démocratie et de partage de la responsabilité et de la partage des richesses, en tout cas. Comment s'appelle-t-elle ces coopératives? Alors les SCOP, Sociétés coopératives ouvrières de production,
Il y en a certaines qui ont été très médiatisées. Il y a Scopti notamment à Marseille, en entendant les anciens de Fralib, qui ont fait le T1336, ça a été très médiatisé, parce qu'ils ont fait 1336 jours de grève avant d'y arriver. La scope la plus grosse que vous pouvez connaître, c'est le groupe Chèque Déjeuner. Il y a Acom aussi, leader mondial des tuyaux. Voilà, non mais il y en a beaucoup sur tout le territoire, mais donc du coup, c'est pas je suis pas en train de faire la pub pour les scopes à proprement parler, c'est pas l'objet, hein, ni pour les SIC. Mais par contre, renseignez-vous sur ces types de sociétés. Elles renverseront pas les choses du jour au lendemain, mais par contre, je trouve que ça pose d'autres questions. Enfin, ça permet de changer justement le prisme qu'on a quand on parle d'une société, d'une entreprise, et qu'en fait on peut dire mais finalement on peut faire les choses autrement, donc ça ouvre des perspectives, ne serait-ce que philosophiques. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Nous devons retirer la salle et surtout notre comédienne, le choc. Et voilà, applaudissements.